Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce lundi matin, nous sommes en compagnie de Neil Kawissin, il est conseiller régional de Bretagne, militant UDB, et il a fait la route pour être avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Neil Kawissin, vous étiez venu il y a quelque temps nous parler du logement en Bretagne, sujet qui vous tient à cœur au point que vous ayez fait des propositions dans un petit ouvrage. Alors quand je dis petit, je parlais de la taille de l'ouvrage parce que les propositions, elles, sont importantes. Un manifeste pour un statut de résident en Bretagne, publié également avec le concours du peuple breton. Aujourd'hui, on fait un petit point d'étape. Est-ce que votre manifeste a permis de faire bouger les lignes? Alors je crois qu'il a pas mal fait discuter et débattre, ce qui était un petit peu l'objectif. Alors, il n'a pas réuni une majorité parmi les élus. Dans la population, c'est assez différent parce que j'ai des retours positifs, même si je n'ai pas fait de sondage professionnel, mais en tout cas, les retours sont souvent bons et assez différents de ce que j'ai parmi les élus. Mais au conseil régional, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une majorité pour le statut de résident. Par contre, le débat a bougé, puisque à l'époque où j'avais été élu, la majorité régionale était surtout sur produire plus de logements. Voilà. Le problème, c'est que si on est uniquement sur produire plus de logements, on va avoir un gros souci, puisque on doit arrêter de consommer des terres agricoles. Donc, on va en produire de moins en moins des logements. On va continuer à en produire, mais ce sera plus cher et plus long. Donc il faut agir sur le volet régulation, si on veut libérer du logement disponible. Et cette idée-là, on a réussi à la faire admettre, et aujourd'hui, elle est plus largement partagée qu'à l'époque où j'ai sorti le manifeste. Donc ça, c'est positif. Par contre, on n'a pas encore aujourd'hui une feuille de route politique pour le logement en Bretagne, et on manque encore d'outils. Les réticences qui peuvent apparaître, alors il ne s'agit pas de pointer un tel ou un tel autre du doigt, mais ce sont des réticences purement dogmatiques, politiques, où on n'arrive pas à trouver la mesure de ce que ça peut donner, ce statut de résident. Alors, il y a pas mal d'objections de principe de la part de gens qui n'ont pas forcément lu le livre, mais qui ont dû simplement voir le titre. J'entends des choses, des arguments, comme par exemple, il faut pas un statut discriminatoire. Je suis parfaitement d'accord, puisque c'est uniquement basé sur la notion de résidence principale, pas sur le lieu de naissance, pas sur la nationalité, pas sur l'identité. Et la notion de résidence, elle existe déjà en droit français. Quelques exemples. Si vous habitez sur une île, vous pouvez avoir des tarifs réduits pour le bateau si vous êtes résident principal et lien. Ça se vérifie avec une facture EDF et une déclaration. Parce que il y a des bonnes raisons à ça. Quand on habite sur une île, on a besoin de prendre le bateau. En tout cas, ça correspond à un besoin plus important que pour les vacanciers. Et puis, on paye des impôts qui payent des routes départementales qu'on utilise très peu. Donc là, sur la base de la résidence principale, on utilise ce critère pour rétablir une forme d'équité. Autre chose qui soulève pas des procès en discrimination, c'est les tarifs communaux ou intercommunaux pour les piscines, pour les bibliothèques. C'est sur la base de la résidence principale. Voilà. Ça ne choque personne. Donc cette notion en droit français, elle existe. Il s'agit simplement de l'appliquer dans un autre champ. C'est pas une discrimination. Il faut bien le préciser et être très clair sur le fait que c'est uniquement sur le fait d'habiter sur un territoire. Donc c'est ouvert à tout le monde. S'ils habitent là, effectivement. Ensuite, j'ai aussi des contre-arguments qui sont plutôt techniques, on va dire, sur l'efficacité du dispositif. Donc, on peut en discuter à l'infini, mais le seul moyen de le trancher, ce serait d'expérimenter. Et c'est ce que je propose, pas d'en mettre partout tout de suite, mais d'expérimenter sur quelques territoires, pour vérifier que les effets sont ceux qu'on souhaite, pragmatiquement. D'autant que aujourd'hui, on le voit, l'immobilier en Bretagne est en tension, les coûts de l'immobilier ont flambé, même si ça a tendance un petit peu à stagner en ce moment, les coûts ont flambé. On n'arrive pas à loger tous les Bretons, ça c'est un fait également, on les loge mal parfois, et on pense aux jeunes qui s'installent ou qui viennent travailler en Bretagne, parce que la Bretagne attire, voilà le deuxième phénomène. Est-ce que ça permettrait, ce statut de résident, quelque part, en tout cas d'apporter un équilibre? C'est mon parti pris, c'est ce que je pense, c'est que on a plusieurs besoins qui viennent s'entrechoquer aujourd'hui. C'était pas forcément le cas par le passé, en tout cas pas partout, mais maintenant c'est le cas. On a des gens qui s'installent en Bretagne tous les ans, je sais plus si c'est 17 000 ou 20 000, mais c'est de cet ordre-là, donc c'est des besoins en logement. On a une taille des ménages qui diminue, il y a de moins en moins de gens par ménage, du fait du vieillissement principalement, donc même si la population augmentait pas, on aurait besoin de plus de logements. Donc on a des besoins croissants, et en plus on a une demande touristique de logement, puisque
Depuis un demi-siècle, on a doublé le nombre de logements en Bretagne, on a triplé le nombre de résidences secondaires. Alors, quand ça se passait à des endroits où la population baissait, où il y avait peu de demandes de logement, c'était pas un souci. Ça a existé. Maintenant, la tension est partout en Bretagne. Donc, on peut plus se permettre de prendre une part importante, actuellement 13,5% de nos logements, pour ne pas satisfaire les besoins prioritaires, d'autant plus qu'on va construire de moins en moins. On le sait. Quand on part de ce principe-là, alors est-ce qu'on peut empêcher les gens de s'installer en Bretagne ? Je le souhaite pas et je crois pas que ce soit possible. Moi, je dis bienvenue à ceux qui viennent vivre en Bretagne. On a trop souffert de l'émigration pour demander le contraire aujourd'hui. Même s'il y a des questions qui se posent sur la répartition de cette croissance démographique, sur les classes d'âge, mais voilà, il s'agit pas de dire que les gens ne doivent pas venir, pas du tout. On peut pas vraiment empêcher la baisse du nombre de personnes par ménage. On peut encourager la cohabitation, mais tous les pays d'Europe occidentale qui connaissent ce phénomène d'évolution démographique connaissent le même phénomène, donc ça on va pas l'inverser, à court terme en tout cas. Là où on peut jouer, c'est sur la demande touristique. En régulant, on peut la limiter. Il ne s'agit pas d'interdire tout hébergement touristique, mais de réduire un peu cette place pour permettre de loger la population, que ce soit les Bretons d'aujourd'hui ou les Bretons de demain. Avec des régions déjà, alors je pense à la Corse, qui a commencé à réguler sur certaines zones l'approche touristique. On est obligé de prendre des tickets, voilà. Enfin, c'est beaucoup plus régulé. Est-ce que c'est une solution qui peut arriver en Bretagne ? Alors, la Corse est une île, donc c'est une différence importante. Les possibilités de régulation du flux sont plus importantes quand il y a le cliquet du bateau ou de l'avion. La Bretagne ne sera pas une île avant longtemps, si j'en crois quand même les cartes de la montée des eaux. Mais il y a des mesures de régulation qui existent, en Corse ou ailleurs. Il y en a certaines qui sont déjà dans le droit français, c'est les zones tendues. Ça permet de limiter la progression des loyers, de l'encadrer. Ça permet sans interdire tout ce qui est Airbnb et location de courte durée, de les limiter soit en mettant des quotas. Il y a plein de méthodes, mais ça marche. Ça a des effets. Il y a la surtaxation des résidences secondaires municipales. Ça a des effets plus mitigés, disons, ça rapporte de l'argent aux communes. Elles peuvent l'utiliser pour produire du logement si elles le souhaitent. C'est pas inintéressant. Et ces mesures-là, aujourd'hui, elles sont réservées à un petit nombre de communes. Le gouvernement s'est engagé à les étendre, mais on ne sait pas à quel point ça va être étendu. Donc là, on est dans l'attente, mais aussi dans la mobilisation pour que les zones tendues soient étendues largement. Si on prend les cartes de l'INSEE, et des vieilles cartes, tout le littoral breton est zone tendue, et une partie de l'intérieur aussi. Mais ça, c'est la définition économique et sociologique. La définition politique est beaucoup plus restreinte, puisqu'aujourd'hui, on n'a que les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire qui sont zone tendue. Moi, ce que je demande, c'est qu'on suive bure de bon sens les statistiques économiques et que tout ce qui est en tension sur la carte de l'INSEE soit en tension dans les réglementations politiques. Alors on parle justement de ces grandes agglomérations, là on parle de Nantes, on parle de Rennes, on parle de Brest, j'allais presque dire des métropoles évidemment. On a des problèmes de logement. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il faut aussi essayer de répartir le logement en Bretagne, c'est-à-dire peut-être inviter des urbains à aller un peu plus loin, un peu à la campagne, alors en supposant aussi que les infrastructures de déplacement suivent. Alors moi, c'est un discours que j'ai longtemps tenu, que je tiens toujours d'ailleurs, qui est que si on concentre la population sur quelques points, on crée des problèmes de logement et de déplacement et de consommation de carburant importants. Donc effectivement, je considère qu'il vaut mieux, et mon groupe au conseil régional Braise-Aglaise considère qu'il vaut mieux, dans la mesure du possible, répartir les emplois et les services pour permettre une répartition de la population. Et on voit que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Il y a des gens qui veulent vivre en ville, il y a des gens qui veulent vivre à la campagne, il y a des gens qui veulent vivre dans des petites villes. Ce sont les moments de la vie, c'est pas la même chose toujours non plus. Donc il faut permettre la vie sur tout le territoire. Et on a des progrès à faire en matière de couverture par les transports en commun, par le réseau ferré, par la santé, vaste débat, par les services publics en général. Cela dit, aujourd'hui, on voit que depuis le Covid, il y a une sorte de déclic et des aspirations à changer de vie qui restaient du domaine un peu du rêve se sont concrétisées. On n'a pas tous les chiffres, mais on sait que on a plus de naissances dans des zones rurales ou dans des petites communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des retraités qui se sont installés. On sait que parmi les acheteurs, il n'y a pas que de la résidence secondaire, il y a des gens qui s'installent aussi, y compris des actifs. Donc, il y a quelque chose qui bouge. On ne le quantifie pas encore très bien, mais on sait que ça arrive. Donc, ce phénomène-là, il ne faut pas le contrarier, il faut l'accompagner, mais il peut se heurter à la barrière du logement. Il peut se heurter à ça parce que
dans des zones rurales où on a beaucoup de logements au mauvais état, ou dans des zones littorales où on a beaucoup de résidences secondaires, cette arrivée de population, elle risque de mal être gérée faute de logement. Disponible, je précise, disponible. Donc c'est là qu'il y a urgence à réguler le logement et plus généralement à mener une politique d'aménagement du territoire qui rende accessible et vivable l'ensemble de la Bretagne. On le voit d'ailleurs, la Bretagne attire, elle attirait pendant le Covid, elle attire toujours après le Covid, même peut-être encore plus aujourd'hui, après cet épisode, cet été qui a été très chaud, ce changement climatique, beaucoup sont venus chercher un peu de fraîcheur dans notre région, quoi, qu'on a eu 41 degrés quand même à Saint-Brieuc, il faut le préciser. Oui. Donc c'est peut-être pas une raison de s'en réjouir, mais voilà, en tout cas, la Bretagne attire et on voit aussi ce rapport au travail, hein, vous y faisiez référence, Nika Wissin, qui a changé depuis le Covid. On travaille plus chez soi, on travaille peut-être moins longtemps, j'entends dans l'amplitude horaire. Ce changement de mentalité, est-ce que c'est aussi un instrument dont les décideurs au niveau de la région et plus largement peut-être au niveau du gouvernement en France vont devoir s'emparer, ces indicateurs, pour peut-être imaginer la société de demain et là aussi qui sera confrontée au développement des réseaux, au développement du logement? Oui, certainement. Alors, une petite précision au départ. Je me méfie un petit peu avec le discours sur lequel les gens voudraient moins travailler. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas ce que vous avez dit, mais mais on l'entend beaucoup. Voilà, on l'entend beaucoup, donc je le précise. Je pense pas qu'ils travaillent moins. Je pense, comme vous dites, hein, que ils ont changé leur façon de travailler, leur rapport au travail. Parce que le taux d'emploi est quand même élevé, notamment le taux d'emploi des jeunes. Moi, je le dis à l'antenne, j'entends souvent des gens dire les jeunes veulent plus travailler. Les jeunes n'ont jamais travaillé autant depuis des années, donc attention. Mais effectivement, le rapport au travail a sans doute un peu changé. Beaucoup de gens sont prêts à être payés moins pour vivre dans un cadre plus agréable. On le voyait déjà dans les sondages avant le Covid. Il y avait des sondages sur les cadres parisiens, on en avait une bonne moitié qui étaient prêts à vivre avec plusieurs milliers d'euros en moins chaque année pour vivre dans une zone moins dense. Et ce qui s'est passé, c'est probablement que ça s'est concrétisé après le Covid parce qu'il y a eu un déclic. Donc ça, effectivement, il faut le prendre en compte. Une recherche sur la qualité de vie, finalement. Sur la qualité de vie. Le travail ne passe plus systématiquement avant la qualité de vie. Et bonne nouvelle. Et ça peut être une chance pour nos territoires. Mais si on accompagne effectivement ces mutations. On le voit aussi dans la consommation. Souvent, ces personnes qui vont chercher un cadre de vie plus intéressant, plus lent sans doute dans nos campagnes bretonnes, vont être exigeants. Et voilà, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir avoir une connexion correcte à Internet via la fibre pour se connecter au réseau mondial. Et il y a aussi cette façon de consommer. On va aller plus facilement à la petite épicerie à côté ou à la ferme chercher des œufs. C'est aussi une remise en cause peut-être de la société de consommation telle qu'on la vivait jusqu'à présent, en tout cas une prise de conscience. On vit dans un moment paradoxal parce qu'on a à la fois une prise de conscience et des tendances contraires. On a bien vu au moment du confinement qu'effectivement la vente, les achats en circuit court, les achats de bio, tout ça ont augmenté parce que les gens avaient du temps, clairement. Malheureusement, depuis les déconfinements, bon, les gens ont un peu moins de temps puisque, pour d'évidentes raisons, mais surtout avec l'inflation, d'un côté, alors qu'on avait cet intérêt croissant pour les circuits courts, pour la production locale, pour le bio, pour d'autres manières de consommer, mais en même temps, on voit que les consommateurs s'en sont détournés et sont repartis vers du plus classique, du massifié, parce que l'inflation est là et les gens arbitrent. Donc on a une contradiction aujourd'hui entre les pressions économiques et les attentes d'une grande partie de la population. Et là, alors il y a plein de solutions qui sont imaginées. Je discutais il y a quelques semaines avec quelqu'un qui prône la sécurité sociale de l'alimentation, donc l'idée d'une sorte de nouvelle branche de sécurité sociale qui concernerait l'alimentation, où il y aurait un revenu socialisé pour acheter ce qui serait sanctuarisé pour des achats de proximité, par exemple, ce qui permettrait à toute la population, et pas seulement aux plus favorisés, d'avoir accès à de l'alimentation de qualité et locale. Moi, c'est quelque chose que je trouve très bien. Ces réflexions-là, il faut les pousser. Mais on voit bien que si on laisse juste faire le marché, on aura des contradictions graves entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire. On parlait en commençant de logement
Je vais prolonger un tout petit peu sur le logement Nil Kawissin. On a vu cette polémique qui est née en centre-Bretagne à Callac, j'allais dire Carré, à Callac, où l'accueil de réfugiés pose question parce qu'un bâtiment a été rénové et le maire de Callac, son équipe et des associations se sont dit pourquoi ne pas faire venir des gens d'ailleurs qui ont besoin de se loger. Il y a eu là quelque chose qui a cassé. Est-ce que vous comprenez j'allais presque dire la prise de position de certains partis politiques qui ont manifesté, qui étaient très en colère? On a des partis politiques d'extrême droite qui sont hostiles par principe à l'accueil de migrants, ou que ce soit, de quelque manière que ce soit, donc ils se sont servis de ça. Là, c'est politiquement, moi je suis en désaccord profond avec eux. Je souhaite qu'on accueille dignement les personnes qui fuient la guerre ou la misère. Alors, ça pose des questions parce que c'est jamais facile, effectivement. Moi, je trouve que c'est du bon sens d'essayer, dans la mesure où ces gens sont d'accord, d'avoir une répartition sur le territoire, de pas mettre tout le monde au même endroit parce que ça crée des problèmes aussi administratifs, notamment d'emploi, d'hébergement. On voit qu'il y a plein de problèmes pour l'hébergement à Rennes de personnes migrantes. Donc, qu'on ouvre des places ailleurs, je trouve ça très bien, notamment sur des territoires, mais où pendant des années on entendait que c'est terrible, il y a de moins en moins de monde et c'était la dépression parce qu'il y avait un déclin démographique. C'était et aujourd'hui, jusqu'à pas très longtemps on entendait ça, et aujourd'hui refuser d'accueillir, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je partage pas, en tout cas, clairement. D'autant plus il y a aussi une instrumentalisation de la crise du logement, parce que la crise du logement, elle n'est pas due à quelques migrants. Sur nos côtes comme dans nos campagnes, c'est pas les réfugiés qui font exploser le coût du logement. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, des questions démographiques, des questions de spéculation, des questions d'usage du logement, et les réfugiés là-dedans, c'est un tout petit bout. Hein. D'ailleurs, c'est souvent plutôt de l'hébergement plutôt que du logement. En fait, c'est pas exactement la même chose. C'est pas en tout cas pas forcément le même bâtiment. Donc là, il y a une instrumentalisation que je dénonce complètement. Moi, je ne pouvais pas être à la manifestation, mais j'y étais de soutien à l'accueil des migrants, mais je la soutiens de cœur en tout cas. Après, est-ce que le projet était idéal? Moi, je l'ai pas étudié de près, je suis pas calacois, je me positionne pas pour ou contre le projet en lui-même, mais sur le principe de l'accueil, en particulier sur ce type de territoire, je suis très favorable. Il y a eu beaucoup de colère autour de cet accueil, de ceux qui ne souhaitaient pas que les migrants s'installent à Callac. Il y a eu des menaces. On a vu des élus, le maire de Callac lui-même, des menaces. Ça a été très loin. Est-ce que vous, l'élu que vous êtes, ça résonne pour vous, ça interpelle? Oui, moi je trouve ça très grave, pas parce que je suis élu, mais parce que c'est inadmissible comme méthode d'aller menacer et puis d'en arriver à ce point-là alors qu'on parle de l'accueil d'êtres humains, tout simplement. Fut un temps où beaucoup de Bretons ont émigré et ils n'ont pas toujours été bien accueillis, mais ce serait bien de se souvenir de cette histoire aussi et de pas reproduire le même travers. Il y a une époque pas si lointaine, il y a moins d'un siècle, où des Européens ont dû fuir l'Europe. Et ben heureusement qu'ils ont été accueillis, et quand ils n'ont pas été accueillis, ça a été des drames. Voilà, donc il faut se souvenir de ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est un sujet facile et que les solutions sont toujours évidentes, mais refuser l'accueil par principe, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. On va parler de l'autonomie de la Bretagne. Je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, autonomie autrefois était un mot qui faisait très peur. Aujourd'hui, on en parle de l'autonomie des régions en règle générale. Et évidemment, en Bretagne, ça prend tout son sens. On voit la Corse qui demande beaucoup d'autonomie aujourd'hui. On discute de ce statut de la Corse. Est-ce qu'il faut suivre l'exemple corse pour la Bretagne ? Dans une certaine mesure, oui, en se souvenant que c'est pas la même géographie, c'est pas la même histoire. On n'est pas une île, le rapport à l'État, à la République s'est construit différemment. Il y a eu une lutte armée en Corse, il y en a eu quand même beaucoup moins en Bretagne, beaucoup moins d'ampleur. Enfin, il y a beaucoup de différences. Électoralement, il y a des différences aussi. Donc, on peut pas mettre un trait d'égalité et dire la même chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une demande de la part de la grande majorité des Bretons, parfois un peu confusément, mais tous les sondages le montrent, pour beaucoup plus de pouvoir local, la région, mais pas seulement la région, pour aussi une démocratisation
de la décentralisation, par exemple un référendum sur le périmètre de la région avec la question de la Loire-Atlantique. Ces demandes-là, elles sont majoritaires et depuis très longtemps. En même temps, on a un conseil régional qui a voté pour un statut d'autonomie, c'est-à-dire pour un partage du pouvoir législatif avec l'État, c'est-à-dire un saut qualitatif dans la décentralisation et aussi pour beaucoup plus de moyens budgétaires. Face à ça, quel chemin on peut prendre pour les négociations qui ont lieu avec la Corse, mais aussi pour le statut de la Nouvelle-Calédonie, on sait qu'on aura une révision constitutionnelle plus ou moins dans les 2 ans qui viennent. Hein. C'est pas moi qui sais un calendrier, mais c'est à peu près la fenêtre. Il faut essayer de mettre la Bretagne là-dedans. Pas de dire que ce sera le même statut que la Nouvelle-Calédonie ou que la Corse. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ce sera pour la Corse. Mais qu'on parle de la Bretagne et qu'on propose quelque chose. Et qu'on apporte une réponse à la demande de la quasi-totalité des groupes au Conseil régional. Je rappelle les groupes écologistes, groupes autonomistes, social-démocrates, communistes, le groupe des amis de Daniel Koef, le groupe régionaliste autour de Pomelac, le groupe centriste, le groupe de la droite républicaine. Seul le RN n'a pas voté pour, tous les autres ont voté pour, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est la moindre. Enfin, on est même souvent pas d'accord sur grand-chose. C'est le débat démocratique. Mais c'est un des rares points de consensus, il faut le souligner, entre presque toutes les forces représentées au Conseil régional de Bretagne et qui trouvent un écho dans une demande forte de décentralisation. Ce serait incompréhensible qu'on ne parle même pas de la Bretagne dans la réforme constitutionnelle. Après, il n'y a pas que la réforme de la Constitution. À mon avis, si on veut aller jusqu'au partage du pouvoir législatif, et je pense que c'est nécessaire, ça doit passer par la Constitution, un jour ou l'autre. Maintenant, avant d'en arriver là, on peut avoir des étapes intermédiaires. Les élus de droite parlent d'une loi Bretagne, où on aurait à la fois la décentralisation et des mesures de différenciation, sans aller peut-être jusqu'au partage législatif. Ben, très bien, ils ont des parlementaires qu'ils y aillent. Moi, je soutiens cette idée comme étape intermédiaire complètement, pragmatiquement. On voit aussi des demandes de différenciation sur le logement, des demandes de différenciation sur le transport, parce que si on veut développer le TER, on a besoin de plus de moyens budgétaires. À périmètre constant, ça risque de pas marcher. Donc, voilà, il y a des étapes de court terme qui sont de la négociation avec le gouvernement, des étapes un peu plus de moyen terme qui sont au Parlement, et plus long terme, mais pas si long terme que ça, parce qu'on est sur l'horizon 1 ou 2 ans à peu près, l'espoir d'une réforme constitutionnelle. Il faut pousser sur tout ça en même temps. Qu'est-ce que ça apporterait à la Bretagne ? C'est souvent une question qui revient, nos auditeurs nous écrivent, mais si demain on est autonome, je prends le terme générique, qu'est-ce que ça va apporter à la Bretagne ? C'est pas l'autonomie pour l'autonomie, c'est l'autonomie pour des politiques publiques qui puissent aller plus loin. Sur le logement, c'est un peu mon dada en ce moment. Si on veut mettre en place une politique publique régionale du logement en Bretagne, on a besoin de faire bouger des choses. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ? On peut créer un office foncier solidaire régional, donc c'est un moyen de faire de l'accession sociale à propriété avec des dispositifs anti-spéculation, c'est très bien. Il faut essayer de le faire à plusieurs collectivités pour pas se marcher sur les pieds. Quand je dis un office régional, l'idée c'est aussi que les départements, les communautés de communes puissent être partie prenante, que ce soit pas que l'office du conseil régional, pour que ça fonctionne bien, mais à part ça, on a des besoins budgétaires importants parce que produire du logement à l'avenir, ça va être de plus en plus cher si on veut le faire en renouvellement urbain, en particulier du logement social et accessible parce qu'il y a un différentiel par rapport au prix du marché, par rapport au coût foncier. Donc là, on a besoin de ressources. L'idée d'une taxe régionale sur les résidences secondaires qui serait proportionnée à la richesse des propriétaires, parce qu'il faut être juste aussi, ça permettrait de dégager des ressources considérables pour une politique de production qui va nécessiter des coûts supplémentaires. Une politique de production qui n'entrera pas en contradiction avec notre autonomie alimentaire. Voilà, il y aura besoin de ressources. C'est un moyen de les trouver. On peut aussi adapter des lois de régulation du logement qui sont utiles mais qui ne sont pas bien adaptées à notre territoire. Je pense à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui prône des minima de logements sociaux. Très bien. Mais on les calcule que sur les résidences principales. Ça veut dire que si on dit 25% de résidences de logements sociaux, mais qu'on a 50% de résidences secondaires, en fait, c'est plus 25%, c'est 12,5% en réalité. Or, c'est souvent sur ces territoires-là qu'on a des difficultés importantes pour l'accès au logement. Donc là, on a quelque chose à rectifier. En tout cas, c'est ce que le groupe Braise-Aglaise au Conseil régional propose, et que l'UDB propose aussi, c'est d'adapter la loi SRU en Bretagne pour tenir compte de ça. On a aussi beaucoup de petites villes. On aménage fort en petites villes. Beaucoup sont sous la barre des 3500 habitants.
qui est celle où les minima de logements sociaux commencent à s'appliquer, et en plus sous la barre de l'agglomération de 50 000. Mais avec les tensions qu'on a aujourd'hui, même dans les petites villes, même en zone rurale, on a besoin de ces minima sociaux hors des grandes villes en fait, et des grandes agglomérations. Donc on pourrait adapter, faire comme en Île-de-France, faire démarrer à 1500 habitants les quotas de logements sociaux, faire sauter la barre des 50 000 habitants pour en avoir beaucoup plus sur le territoire, beaucoup mieux répartis. Il y a encore une question de coût, parce que c'est pas gratuit de faire du logement social, ce sera encore moins à l'avenir. Là encore, on a besoin de ressources pour accompagner les communes, mais il faut que l'objectif soit là. Donc là, c'est de l'adaptation législative. Et le statut de résident que je propose, dans un premier temps, ça peut passer par le droit à l'expérimentation, mais si ça fonctionne et qu'on veut le pérenniser, il faudra adapter. Alors soit on en fait partout en France, tant mieux, mais si on n'en prend pas la voie, il faudra adapter la loi en Bretagne. Avec une Bretagne aussi qui va avoir besoin de beaucoup de ressources. Alors là, je parle des ressources en eau, on en a parlé, il nous reste 3 petites minutes, mais c'est quand même important de pouvoir le dire. Et des ressources énergétiques, on le voit aujourd'hui, plus encore avec la crise, on a besoin d'énergie, on a besoin de produire de l'énergie. Alors aujourd'hui, on n'a pas de centrale nucléaire en Bretagne, c'est un autre débat, je vous envoie pas là-dessus, mais on ne produit pas assez d'énergie. Ça va être aussi une préoccupation pour la région dans les années qui viennent. C'est déjà une préoccupation. C'est-à-dire que on produit qu'une part marginale de l'énergie qu'on consomme. On n'est pas les seuls. En Île-de-France, c'est pareil. On l'oublie un petit peu. Mais enfin, il va falloir qu'on règle ça. On a besoin de développer beaucoup plus massivement les énergies renouvelables, sauf à vouloir remettre des centrales à charbon ou des centrales nucléaires. J'y suis pas favorable. Et bon courage à qui le défendra en Bretagne. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, on peut les déployer relativement vite. Et il faut en développer dans la diversité. C'est pas l'éolien en mer, c'est pas le solaire, c'est pas la biomasse, c'est pas une énergie qui va nous sortir du problème, c'est tout le panel à développer de manière à essayer d'avoir en fait des soupapes de sécurité, parce que le solaire, je suppose qu'il y a du soleil, on connaît la chanson, il faut en avoir le plus possible pour que ça s'équilibre. On a la question du stockage aussi à développer et la question des économies d'énergie, parce que quel que soit le modèle qu'on choisit, moi je suis anti-nucléaire, mais même avec le nucléaire, on voit bien qu'on va avoir des problèmes de coûts énormes si on ne réduit pas la consommation. C'est là-dessus que l'on va s'arrêter, Neil Kawissin. Vous reviendrez forcément parce que beaucoup de choses vont bouger et il y aura encore beaucoup d'enjeux pour la Bretagne j'allais presque dire les mois, les années qui viennent. Merci en tout cas d'être venu au micro de la matinale. Neil Kawissin, conseiller régional de Bretagne, militant UDB. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, merci pour votre accueil. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.